Mesdames et messieurs, bonjour. On retrouve nos deux cuisiniers du jour, enfin notre cuisinière, et celui qui l'a embêté. Hein, Charles et Je suis Jules. désolé, mille excuses, mille excuses. On n'a même pas trop eu le temps de goûter la recette que vous avez préparée. Par contre, oui, vous vous êtes fait plaisir, vous, finalement. Oui, je la voyais, elle a dit il faut que je prenne des forces pour cette partie. Exactement. Diane, elle n'était pas là, par contre, dans la première partie de l'émission. Non, je courais. Ah bon? Oui. Vous courriez. Vous avez bien récupéré votre souffle, alors. J'ai une très grande endurance. J'ai l'impression. Oui, ça va bien, ça va bien. Et vous-même? Impeccable, ça va impeccable. On va pas trop perdre de temps parce que qu'il quand il y a Charles, on court après le temps. On va parler de la peur dans le cinéma espagnol, puisqu'on rappelle que nous sommes en pleine semaine espagnole, donc nous parlons que d'Espagne sur Via Steel. Mais avant cela, la rubrique histoire de Diane. Oh, j'ai du mal. Une rubrique que je vais essayer de décourter un petit peu, qu'elle ne soit pas trop longue non plus. Hein. Non, Julia. Bon, on départ avec le 16 février 1808. C'est l'armée de Napoléon qui entre en Espagne. On parle Espagne cette semaine. On les voit ici, les Napoléoniens. Ça commence en 1808, lorsque Madrid se soulève contre l'armée française stationnée dans la capitale espagnole. Il y a une véritable insurrection. Les Espagnols ne veulent pas des Français. Voilà, donc... Oui, parce que Napoléon, un beau jour, il a décidé de mettre son frère sur le trône d'Espagne. Il a dit, voilà, ça sera Joseph et rien d'autre. Voilà. Et les Espagnols, ils l'ont un peu mal pris, quoi. Alors, vous vous souvenez le truc de Goya? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, le tableau de Goya, puisqu'il y a le 13 de Mayo qui est connu, mais il y a aussi le 2 de Mayo. Le voici, c'est les Mamelouks mercenaires égyptiens au service de Napoléon qui chargent les insurgés madrilènes. Donc là, vous voyez les pro-français qui massacrent littéralement les madrilènes. On continue avec le 13 de Mayo et toujours cette même guerre franco-espagnole avec ce tableau, on le voit à l'image, qui est vraiment la suite directe des événements décrits par 2 de Mayo. C'est donc les soldats français qui, en représailles de la révolte du 2 mai, exécutent les combattants espagnols qui étaient faits prisonniers au cours de la bataille. Voici, nous quittons l'Espagne pour 1863. Le 16 février, c'était la création du Comité international de la Croix-Rouge. Vous la connaissez bien, la célèbre Croix-Rouge. J'ai du mal avec l'essence, elle est là. C'est Henri... Vous n'avez pas fait la météo, vous. Non, j'ai pas fait la météo. Henri Dunant, moi j'habitais... Henri Dunant, qui est ici. Henri Dunant est son créateur. Son emblème, bien sûr, c'est la Croix-Rouge. Les membres de l'Assemblée de citoyenneté suisse sont comptés et donc cette organisation va tout simplement intervenir dans les conflits armés, mais sa mission est exclusivement humanitaire, attention. Dans les deux camps d'ailleurs, ils peuvent... On continue, on repart en Espagne avec 1936, le 16 février, le Front populaire qui gagne les élections en Espagne. C'est une coalition de gauche, on en parlait hier, appelée El Frente Popular, constituée de républicains, de socialistes, de militants du Parti ouvrier, et j'en passe, d'unification marxiste, bien sûr, et de communistes. Ils remportent les élections. Mais là va commencer la guerre civile puisque... Et oui, il y a Franco qui ne va pas l'entendre de la bonne oreille. Les nationalistes ne vont pas... De cette oreille-là, en tout cas. Et effectivement, ça va être la guerre civile dont on a parlé hier, justement. On a parlé hier, et d'où vient le célèbre, on va le voir à l'affiche, No Pasaran. No Pasaran, bien sûr. Qui va faire quand même 550 000 morts, quand même. Et on a appris hier qu'il y avait une quarantaine de Corses qui étaient partis combattre, justement, avec les républicains espagnols. Ça va durer jusqu'en 1939, et c'est Franco qui a gagné, qui va rester jusqu'en 75, Franco. Il va rester au pouvoir. Jusqu'à sa mort. La guerre, en fait, elle va durer jusqu'en 75 parce qu'il va continuer de tuer des gens, de torturer, voilà, 39, bien sûr. C'est la date de la fin de guerre civile. Voilà. 1937 maintenant, toujours un 16 février, Wallace Hume Carothers dépose le brevet pour le nylon. C'est un essai, on lui doit beaucoup, c'est important, nous emportons, vous emportez. Oui, exactement. Le chimiste américain Wallace Hume Carothers dépose le brevet. Julien Clerc. Ah ben, ça va. C'est très important, il dépose ce brevet. Vous êtes sensible au banilon Regardez, est-ce que vous êtes sensible? Comme tous les hommes aussi. On est très sensible au banilon. Comment on ne peut pas... Moi, je suis complètement sensible. Trop, peut-être. Et le nylon... Pourquoi trop? Non. Le nylon viendra remplacer les poils qui faisaient les brosses à dents d'avant. Quoi étaient les poils de brosse à dents avant le nylon? Attention, bon appétit. Poil de sanglier. En poil de porc. Et le nylon va remplacer ceci. Moi, je n'ai pas mis le buzzer. Alors, quand il n'y a rien à gagner, vous ne jouez pas. C'est comme ça. C'est bien, ça. Non. Et donc, le mot nylon, savez-vous d'où il vient? Le mot nylon? Eh bien, c'est très simple, c'est les initiales du prénom des 5 épouses des 5 chercheurs ayant participé à la mise au point du nylon. Noémie, Hyacinthe, voilà, exactement. Lily, Louane, Odette. Exactement. Et Nina. Et Nala.
1953, 16 février toujours, c'était le premier, j'étais dans les inventions, premier diamant synthétique. Ce sont les chercheurs du groupe suédois ASEA qui vont qui vont être les premiers à fabriquer ce diamant synthétique à l'échelle industrielle. Il va y avoir donc ça va être tout un commerce qui va se lancer. Après, il y a bien sûr les Russes et les Chinois qui vont sauter sur l'occasion. Et il faut savoir qu'à la sortie de ce diamant totalement synthétique, eh bien, le diamant industriel mais naturel, qui provenait notamment du Congo belge, va avoir sa valeur totalement chutée. Avant, c'était de 40 à 50 $ du carat, pour n'arriver plus qu'à 1 $ du carat lorsque le diamant synthétique est sorti. arrive. Mais ça continue dans les bijoux fantaisie qui prennent de plus en plus de... Svaros, on n'a pas le dire des marques. Non. Blablabla. 16 février, alors j'ai perdu la date exacte, c'est extraordinaire, j'ai coupé la date, donc je ne saurais pas, mais on va voir l'image. Je vais vous dire. C'est Fidel Castro, 1959, ça, Diane, mais je ne savais plus si c'était 58, 59, 60, je suis capable de me tromper. Alors voilà, je préfère que l'image arrive. Fidel Castro devient chef du gouvernement cubain, c'est le 1er janvier précédent que les troupes révolutionnaires commandées par Camilo Cienfuegos et Che Guevara se sont rendues maîtres du pays et il arrive donc au pouvoir en 1959. Il y est toujours. Enfin, oui, c'est son frère maintenant, on peut dire qu'il est toujours. Derrière, le frère, comme ça, il se tient. On n'a pas trop de nouvelles. Raoul. 2005. Le 16 février, c'était l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. C'est un traité, vous le savez, international proposant un calendrier de réduction des émissions de gaz, car les émissions de gaz sont bien sûr responsables de l'effet de serre que l'on va voir à l'image, simplifié. Alors, petit 1. Voilà, c'est simplifié. Voilà comment marcher ces Vous avez trouvé la carte la plus simple de la semaine. C'est une carte d'Emmanuel Bernabeu Casanova, je crois d'ailleurs. Non, c'est le livre d'histoire d'Emmanuel. Voilà, donc cette entrée en vigueur, on va le voir, il y a une carte, elle ne va pas non plus mettre tout le monde. D'accord, on va le voir à l'image avec une autre carte, puisque, bon, le vert, ils ont ratifié, ok, rouge, c'est décliné, notamment les États-Unis qui avaient fait couler beaucoup d'encre, et gris, c'est ne se prononce pas. Au moins, c'est réglé. Et pour terminer, dès à présent, avec les décès. Hein, un petit décès, et pas n'importe lequel. 1899, 16 février, nous quittait Félix Faure, président, il mourait amoureusement. J'aime bien il est victime d'une crise d'apoplexie dans les bras de sa maîtresse. Vous connaissez la citation. Il a voulu être César, il est mort pompé. Oui, il y a eu ça. Non, je ne la connaissais pas. Mon prof d'histoire ne l'avait pas rajouté. Il a perdu sa connaissance aussi. Il y avait eu aussi un truc quand elle s'est enfuie, cette voilà, je vais dire son nom. Cette dame, Marguerite Stenel. J'espère bien dire son nom. Les communiqués officiels, bien sûr, vont transformer sa mort en une terrible agonie et ne mentionnent pas la présence de cette célèbre Marguerite Stenel. 2 jours plus tard, Émile Loubet sera élu président de la République. L'histoire retient que lorsque le médecin arriva, il demanda « Le président a-t-il toujours sa connaissance ?» Et la réponse fut « Monsieur, non, on l'a fait sortir par une porte dérobée. » D'accord. Voilà. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Un bon petit mot pour finir. Allez, c'est à vous maintenant, Charles, après ça. C'est à vous, Charles, Julia et Diane, parce que vous avez beaucoup de choses à faire pendant les 25 minutes qui nous restent. Mais avant cela, nous sommes allés dans la rue. Et là, plutôt qu'une question, nous avons ça. C'est pour vous. Quel réalisateur espagnol a le mieux retranscrit la peur pour vous? Moi, je pense qu'il y a un film de Buñuel en particulier qui traite ça de manière assez intéressante. Très bien. Vous vous souvenez du titre ou pas? Je m'en souviens plus exactement, mais il y a une scène où il y a un œil qui est découpé avec un rasoir et je trouve que c'est assez fort. Ben voilà, la réponse est affichée, j'allais vous la demander. Oui, bah oui. Buñuel, puisqu'on va parler de la peur dans le cinéma espagnol. Je vais rendre mon agneau. Oui, voilà. C'est ignoble. C'est ignoble, hein. Oui, non. On va essayer de... Parce que la peur fait... Mais il y a quelque chose de sublime et de délicieux dans la peur. Et le cinéma espagnol est en complètement renouveau depuis la fin des années 90 là-dedans. Et comme le dit ce monsieur dans le micro-trottoir, c'est vraiment un film terrifiant, le film de Buñuel, qui est un film surréaliste, qu'il avait fait avec Dali.
avec. Ça n'avait pas assez vu tout à l'heure l'image. Voilà. Comme ça, donc voilà, je pense à Frédéric Poggi, qui était un chroniqueur sur France 3 Corse et qui a la phobie totale des yeux que l'on abîme. Donc s'il nous regarde, tenez bon, tenez au on l'a perdu, je Non, il y a une vraie tradition de l'horreur et du surréalisme avec l'Espagne, et c'est pour ça qu'on a choisi cette notion de peur et du plaisir de la peur, hein, parce qu'il y a un vrai plaisir de la peur. Et Buñuel s'y connaissait, puisqu'il avait adhéré au mouvement surréaliste, mais en plus, il aimait beaucoup ça, le film de terreur, le film qui faisait peur, le film... D'ailleurs, quand il a fait L'Ange exterminateur, il y a aussi du fantastique dans L'Ange exterminateur. Et l'affiche, d'ailleurs, parlait de fantômes. Donc, le côté fantomatique, d'ailleurs, il termine un de ses avant-derniers films, c'est le fantôme de la liberté. Donc, la notion de fantôme, la notion de surréalisme, la notion appartient au cinéma espagnol. Et puis, il y a eu, vous parliez au moment où Franco s'est emparé du pouvoir jusqu'en 75, il y a eu, dans les années 60, ce qu'on a appelé la contre-culture, qui s'est poursuivie jusqu'en 68, avec des réalisateurs comme par exemple Javier Aguirre qui avait fait un film Le Bossu de la morgue. C'était des films, là on voit le titre espagnol, et puis il est sorti en France sous le nom du Bossu de la morgue. On change l'affiche d'ailleurs. Il faudra qu'on fasse un jour une émission sur les affiches, Charles, parce qu'effectivement, et des changements d'un pays à l'autre. Et même à un moment donné, jusque dans les années 80, on les changeait entre Paris et la province, les affiches. Oui, ce serait assez amusant de parler de ça. Donc ces films de contre-culture comme ça ont été des films qui ont tous les ingrédients de la peur, c'est-à-dire le brouillard, l'obscurité, la nuit fait partie du programme de la peur. Et les Espagnols proposaient ça contre Franco. D'ailleurs, beaucoup de scènes étaient coupées par rapport à ça. Et un des plus célèbres était Jess Franco. Alors, il s'appelait Jesus Franco, et c'était une époque où on américanisait son nom avec l'horrible docteur Orloff. Alors, l'horrible docteur Orloff, pareil... il avait américanisé, on voit le titre en espagnol, et c'était effectivement jeu d'ombre et de lumière, la nuit, on était à la fois dans quelque chose de gothique, et en même temps, il y avait quelque chose de très mental là-dedans. On va tout de suite voir un extrait pour que vous rendiez compte de cette ambiance tirée presque des films de la Hammer. C'est en anglais, hein, vous voyez, parce que c'était vraiment vendu comme... Et d'ailleurs, à ce propos, on voit bien que les Américains sont toujours intéressés sur le cinéma espagnol par rapport à l'horreur, à l'épouvante, au fantastique. C'est source d'inspiration, le cinéma espagnol. C'est une source d'inspiration. Effectivement, c'est sombre. Alors, c'est toujours très sombre. Il y a des créatures qui se forment, puisqu'il y a ce docteur, vous voyez, la moitié du visage est dans l'ombre. La moitié du visage du personnage est dans l'ombre. Donc, il y a effectivement le clair-obscur. On rejoint décidément, c'est leur truc. Ganté. Le scalpel dans l'œil. Alors, le scalpel dans l'œil, on va le voir que c'est vraiment quelque chose. Les chaînes qu'on retrouve. Alors, c'est un cinéma qui est teinté d'un érotisme, hein, aussi. Comme le giallo. Voilà, comme le giallo italien. On en parlera. Et c'est vrai que le giallo italien avait cette notion-là. Donc, le noir et blanc renforce bien entendu ce côté de la Hammer, le jeu d'ombre, le chandelier qui appartient au fantastique gothique. Donc on a vraiment, il y a une abstraction de la nuit. C'est pour ça que quand je vous disais une peur délicieuse, une peur de ça, c'est qu'il y a dans la peur quelque chose qui se rapproche de la peinture. C'est très graphique. Les films de Jess Franco sont plus graphiques que... Quelle année il faut pas aller au 62. Alors c'est bien que vous me posiez l'année parce qu'on a dit, dans la fin des années 50-59, Georges Franju fait un film qui s'appelle Les yeux sans visage. Les yeux sans visage de Georges Franju, c'est pareil, c'est une histoire d'un médecin pour mettre le visage de sa fille qui a eu un accident. Il demande à sa gouvernante d'être la rabatteuse, d'aller chercher des filles, et il leur découpe le visage. Alors on voit dans une affiche, par exemple, comme dans Les yeux sans visage, qu'on se rapproche de ce cinéma clinique dont le docteur Orloff a donné le là, quoi.
même le dernier Almodovar, on peut dire que c'est complètement, on se repose complètement là-dessus, puisqu'il s'agit d'un médecin aussi qui veut découper, retransformer quelqu'un. C'est une répétition. Ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure on a vu là, d'essayer de nous faire un coup de Dr Orloff. Ça vous dit pas là sur le plateau avec nos deux. Ah ben oui, on va faire. Alors on va jouer sur l'éclairage. On a vu cet éclairage. Alors je vous invite à aller. On va y aller. Voilà. Hein, voilà. Vous avez un texte. Oui, on va se permettre de... Regardez-le un petit peu avant. Non, après il faut le lâcher parce que ça va. Sinon on n'est pas des professionnels. Donc venez, on va s'appuyer là-dessus. Je vais prendre. Alors comme on a nos deux. On va donner ce rôle du professeur à Diana, et puis Julia va faire l'élève. Hein. On va faire quelque chose de surréaliste, puisqu'on a parlé... Julia est bien dans le rôle, elle a redonné ce côté érotique quand même, au cinéma. Julia, elle donne toujours ce côté érotique du cinéma. Elle a mis, on parlait du dialogue et tout ça. Donc, effectivement, on va la mettre en élève, puisqu'on vient de parler de Buñuel et de Jess Franco. Donc, on va essayer de faire un assemblage des deux. Tenez, je vais vous donner une chaise. Je reviens ici. Je vous donne la chaise. Si vous pourrez avoir un problème de taille comme ça. Merci. Voilà. Est-ce que non, mais vous savez qu'au cinéma on fait ça. Oui, on vous aurait monté sur un petit cube. Là, nos amis techniciens de la lumière ont préparé une lumière qui vient par en dessous, un peu comme chez Orloff. On est dans ce fantastique un peu gothique dont je parlais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on a un couteau? Quelqu'un peut... Ah ben voilà, on nous apporte un couteau, c'est très gentil, merci. Donc le couteau, voilà. Alors le couteau, on va le donner ici à notre ami professeur. Alors c'est une histoire très 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 belle. C'est-à-dire qu'on est complètement dans l'absurde. Hein. Il y a une élève qui se demande qu'est-ce que veut ce professeur, qui lui donne des cours particuliers, et elle va lui poser une question. Cette personne va sortir un couteau et il y a une intensité des regards. Par la lumière, par le jeu d'ombre, on va faire naître une espèce de peur. Et cette personne, sous un accès de folie, un peu comme notre docteur Orloff, et un peu comme, regardez, pour votre copain là qui a peur des yeux découpés, eh bien, on va faire sortir on va essayer de s'approcher de ça. Hein, ça vaut le coup? Alors voilà. Interdit aux enfants de 12 ans ou pas? Au moins de 12 ans. Non, vous voyez, ils ont... voilà. Alors oui, Charles, il n'y a pas un accessoire, il manque pas un accessoire là pour faire cette scène? Il manque... Un couteau, non? Non. Il est je ne voyais pas, excusez-moi. Alors je vais le montrer parce que... Alors on me propose un autre couteau, mais là j'ai peur. Non, voyez. C'est vrai que ça, là on est plus dans le couteau vraiment important, parce qu'on peut faire un jeu de lame. Vous voyez, tout ça. Mais pour votre démonstration, parce que, vous savez, Diana, elle n'a pas les cours de cascade, vous avez arrêté. Donc, ça me fait peur. Là, vous voyez, rien qu'avec la lame du couteau, les reflets, on peut faire merci pour ce couteau, mais j'ai peur qu'il y ait un problème. Voilà. Vous pouvez venir dans le cadre. Donc, couteau, comme ça, qui viendra après. Alors, on va partir du principe, je vais demander, parce qu'on ne peut pas rester dans cet éclairage pour se rapprocher d'Orloff, donc on va faire chuter les lumières et on va faire une balance. Voilà, la balance de lumière arrive. Vous voyez, voilà, déjà, on est prêt. Et puis, on va peut-être demander une musique. On va voir si on est cadré. Tout le monde est cadré? C'est bon? Action! Cher professeur, ça fait déjà un moment qu'on y est et... Je comprends pas, j'ai l'impression de pas avancer. Ah oui? Répétez après moi. Couteau. Couteau. Mais prononcez bien, hein? C'est un peu du néo-espagnol. Si vous voulez. Le plus important, c'est la prononciation. Couteau. Le couteau tue. Le couteau tue? Oui, le couteau tue. Allez. Ça fait du bien. Allez, relevez-vous. La leçon est finie. Vous payerez la prochaine fois. Relevez-vous, j'ai dit.
Et on coupe. Elle s'est relevée. Alors, voilà. Je dis beaucoup, moi. Voilà. Bravo, les filles. Voilà, donc il y avait une Est-ce qu'on applaudit Charles quand une scène est finie d'ailleurs parce que moi, Quelquefois, il y a des techniciens qui peuvent applaudir, etc. Non, c'était bien sur l'intensité des regards, etc. Effectivement, après, ce qu'il y a de plus difficile, c'est que l'action... Et puis, il aurait fallu effectivement, comme Julia est sur cette caméra, que les coups soient portés là, comme ça, et que je sois plus sourd, comme ça. Et pour que, après... Bon... Et que la leçon est finie. C'était bien. Mais le début était très bien sur la prononciation, tout ça. Ça marchait bien comme ça pour un truc pris à la volée, vous voyez. Donc là, c'est l'éclairage qui contribue, c'est l'intensité du chant contre chant que notre ami Frédéric a fait comme ça en régie. Et voilà, donc on a quelque chose et on est dans un texte complètement absurde qui se rapproche du texte de Buñuel, même qu'il a continué à la fin de sa vie dans Le Fantôme de la Liberté, Charme discret et La femme et le panda. Charles, moi qui suis là on est en plein en projection mentale, c'est ce qu'on peut dire, non? C'est ça, non? Vous qui êtes... Parce qu'il n'y a pas un film qui reprend un petit peu ça, non? Que vous vouliez nous montrer, Orphelinat, c'est pas... Ah, Orphelinat, c'est un autre, effectivement, avec des systèmes. On va les rejoindre. Lançons l'extrait, vous allez nous expliquer justement. Lançons l'extrait. Allez-y, c'est parti. Voilà, on va lancer. Une superbe maison. Comment l'avez-vous trouvée? J'ai grandi ici. C'était un petit orphelinat. J'ai toujours voulu y revenir, d'où l'idée d'y ouvrir un foyer d'accueil. Tout se passera bien. Quand tu étais petite et que tu vivais ici, tu n'avais pas peur? Simon? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Simon. On est en train de jouer. Ils sont dehors. Écoute. Moi, je serai jamais grand. Je ne vais pas grandir. Comme mes nouveaux amis. Parce que tu en as plusieurs? Ils sont 6. C'est bon? Alors voilà. L'Orphelinat, c'est un des plus grands succès espagnols de tous les temps, là, en Espagne en tous les cas. Et c'est un film de 2007 où ils ont repris la maison abandonnée, le collège, la maison dont on revient, donc un peu la maison hantée. Toujours entre ombre et lumière. Toujours ombre et lumière, et c'est ce qui fait la force, la projection mentale de personnages fantomatiques aussi. On a tout ça dans l'Orphelinat. Sauf que là, on a vu, Charles, autour de la nuit quand même. On a parlé plutôt de nuit, mais le cinéma qui fait peur, il peut être aussi en plein jour aussi dans le cinéma espagnol. Un des exemples plus fort, mais c'est un thriller plus que du fantastique, c'est Hitchcock qui l'avait fait dans la mort aux trousses. Dans la mort aux trousses, il a complètement mis, il en avait marre du côté des attributs du fantastique, c'est-à-dire la pluie, le brouillard, le pavé, la nuit, le lampadaire. Il a mis Cary Grant en plein milieu de nulle part, qui attend un bus, et le danger va venir là. Quelquefois, quand graphiquement... Il va venir du ciel. Il va venir du ciel. Mais graphiquement, quand on fait ça, c'est toujours intéressant. Et un qui a poussé ça, c'est David Lynch, qui a fait beaucoup de choses, et avec Mulholland Drive, ce que j'appelle chez David Lynch la caméra flottante. Je vais reprendre, ça ne vous gêne pas, Julia. On va aller avec Julia. On va refaire un exemple. Ça vous embête pas? Je ne sais pas du tout ce que je on va faire des petits exemples. Alors, je vais prendre Julia ici. On va l'asseoir ici, par exemple. On va demander à cette caméra effectivement de se cadrer sur Julia. Moi, je suis derrière, par exemple, comme ça. Je vais prendre le créneau, parce que c'est toujours celui derrière qui prend le créneau. Et sur la caméra de Martine, elle va se retourner. Alors, vous voyez que la caméra flotte légèrement. Notre amie cadreuse a pris la caméra à l'épaule et elle va être sur Julia qui va se retourner comme s'il y avait une présence derrière elle fantomatique. Mais est-ce que j'existe pas? Et c'est son regard qui peut, quand elle revient, elle revient vers la caméra. Et là, le petit flottement peut donner... Alors, effectivement, on pourrait montrer d'ailleurs que c'est une caméra à l'épaule. On peut jouer montrer que c'est ce que c'est qu'une caméra à l'épaule, bien sûr, et montrer.
Oui, oui. Parce que oui, ça sert à quoi, ça, ce flottement, de prendre une caméra justement à l'épaule, là? Eh ben, on parlait tout à l'heure de ce côté des ingrédients de la nuit, etc. Le fait dans le jour d'avoir cette caméra à l'épaule, de faire un petit flottement, bien entendu, il faut après travailler à la lumière, il faudrait que moi je sois peut-être dans un truc un peu opaque ici au niveau du décor, et il faudrait que... Voilà, là on descend une lumière, déjà, vous voyez, ça va jouer un tout petit peu plus, et le flottement renforce ça, on refait la scène, retourner, elle me voit ou est-ce qu'elle me voit pas, et elle revient vers la caméra. Et là, on peut constater que la musique du générique INSEE, mais ça ne correspond pas peut-être trop à la peur, hein, finalement. Donc on voit que la musique est importante. On fera une émission aussi sur les affiches et sur la musique au cinéma. Et c'est bien qu'on discute du cadre, puisque dans la deuxième partie de l'émission, dans 5 petites minutes, on va sur parler de quoi ? l'importance du cadreur dans le film fantastique. Et voilà, l'importance du cadreur dans le film fantastique, c'est dans 5 petites minutes, ça va s'afficher. Tout de suite, vous allez revenir retrouver votre place, vous inquiétez pas, Jules. Alors là, on est chez... On compte sur vous, encore beaucoup de choses dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.